Alors, bienvenue à la revue hebdo de l'actualité crypto du 6 avril 2026. Il se passe des choses. On va passer au travers de ça cette semaine. Tout d'abord, je vais quand même prendre le temps de vous mentionner que ceci n'est pas un avis financier, fiscal ou légal. Il faut faire bien attention évidemment de prendre tout ce que je dis avec des pincettes. J'ai juste un deck en musique. Fait que vous êtes libre par la suite de prendre vos propres décisions, d'aller voir les gens les plus qualifiés autour de vous, qui ont des diplômes, des acronymes, etc., pour avoir vos propres avis. Ensuite de ça, je prends aussi le temps de vous rappeler que dans la semaine, il y a plusieurs activités tout au long de la semaine. Les plages horaires en blanc, c'est des plages sur réservation. Ensuite de ça, donc si vous voulez réserver ça, vous passez par la communauté et par vos courriels. Ensuite de ça, sinon, il y a une revue de l'actualité à tous les lundis, comme maintenant. Le mercredi, on se parle sur un sujet en particulier, une réflexion. Et de temps à autre, on a des petits cafés où on prend des verres dans le courant, par exemple, de l'après-midi du vendredi, où on peut discuter de tous ces sujets-là. Donc, sur notre plateforme, bien sûr, parcours autonome, ouvert et gratuit pour tout le monde. Communauté, c'est sur abonnement. Si ça vous intéresse, vous pourrez y aller. Pour les gens qui sont abonnés, ça ressemble à ça. Et dans la communauté, allons-y. Donc, dans la section actualité, on va passer au travers de ce qui a attiré mon attention cette semaine. Tout d'abord, je vais vous parler du sommet historique pour la liquidité américaine. Allons-y. Alors, dans cet article-là, bon, évidemment, j'ai mis un gif de Jérôme Powell, qui est le gouverneur de la Banque centrale américaine, la Fed, qui print de l'argent comme de l'eau. Mais c'est que, en fait, on a ce qu'on appelle une mesure qu'on appelle le M2, qui est l'agrégat des liquidités monétaires. Donc, c'est un panier d'actifs qui sont très liquides, dont la monnaie en circulation, la monnaie disponible sur les comptes chèques, etc. Et ça veut dire qu'on est dans un top de la production monétaire, de la création monétaire, et on est au sommet. Alors, la masse monétaire M2 américaine vient d'atteindre un sommet historique autour de 22,7 billions. Alors, ça, c'est 22 700 milliards. Ça ressemble à ça. Et puis, autrement dit, il y a plus de dollars en circulation que jamais. Et là, je voulais attirer votre attention là-dessus parce qu'il y a une corrélation qui existe entre l'augmentation de la liquidité mondiale et puis ce qu'on appelle le global M2 et puis le prix du Bitcoin. Et c'est quelqu'un qui s'appelle Raoul Pal, qui est un économiste qui est très, très, très orange pill. Là, il a compris Bitcoin. Et en gros, lui, ce qu'il prétend, c'est qu'il y a une espèce de corrélation de délai de 82 jours en moyenne, 80-83 jours, entre le moment où on a un sommet d'impression monétaire ou de création monétaire aux États-Unis et le prix du Bitcoin. Donc, plus de M2, ça veut dire plus de liquidité dans le système. Plus de liquidité dans le système, c'est souvent sous forme d'accès à de l'octroi de dette. Donc, les gens se pointent à la banque, qui veulent emprunter, mettons pour une hypothèque. Alors, tout dépendant du niveau le coût de l'argent, donc le niveau d'intérêt, les gens ont accès à l'octroi de dette. Les actifs risqués, dont Bitcoin, sont sensibles à ça. Règle générale, s'il y a plus d'accès à la liquidité dans le marché, les gens ont plus tendance à vouloir prendre de risques. Alors, il faut quand même se calmer pompon parce qu'en parallèle, il y a des événements géopolitiques qui sont assez graves qui se passent, notamment sur l'approvisionnement du pétrole. Ça a moins d'impact en Amérique du Nord, mais quand même. Un décalage de liquidité est observé normalement entre le moment où on a un pic ici et normalement, à peu près 80-83 jours plus tard, on a une montée de Bitcoin qui vient. Donc, il y a une corrélation qui existe et Raoul Pal en a souvent parlé. Et puis, Bitcoin, c'est un actif qui réagit surtout à la direction de la liquidité globale. Plus on expand la masse monétaire, plus Bitcoin a tendance à s'apprécier en termes de prix. Et plus on rétrécit la masse monétaire, ce qu'on appelle le quantitative tightening, plus Bitcoin a tendance à ce moment-là, tomber dans un marché baissier. Alors, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'on était au sommet présentement. Donc, on est où quoi aujourd'hui, là? On est le 6 avril, fait attendez-vous on pourra s'en reparler dans 80 jours, voir qu'est-ce que ça va donner. Alors, si on va toujours dans l'actualité ici, autre sujet qui a attiré mon attention cette semaine, c'est un tweet de Michael Saylor. Qui est Michael Saylor? Michael Saylor, c'est d'abord et avant tout le fondateur de la compagnie MicroStrategy, qui a changé de nom dernièrement, qui s'appelle Strategy avec un petit B en exponentiel, un B Bitcoin. Et puis, Michael Saylor est un des plus grands
enthousiastes de Bitcoin, je pense, sur la planète. Sa stratégie pour son entreprise, c'est d'être une entreprise de trésorerie Bitcoin. En gros, ce que l'entreprise fait, c'est qu'elle achète du Bitcoin, même à dette, donc à effet de levier, va s'endetter pour pouvoir aller chercher du Bitcoin et va émettre des actions de son entreprise. Donc, différents types d'actions, différents types de produits qui sont disponibles. Alors, c'est une manière pour les gens de s'exposer au prix du Bitcoin sans nécessairement posséder directement du Bitcoin. Et Michael Saylor est un des grands, cette entreprise-là est une des grandes détendrices, détendrices, je sais pas si ça se dit, détendeuse. C'est elle qui possède le plus de Bitcoin présentement dans le marché. On parle de quoi? 700 quelques mille Bitcoin. On n'est pas loin du million de Bitcoin. Alors, qu'est-ce que Michael Saylor a fait dernièrement? Il a fait un petit post. En gros, et je vais vous le traduire. Il dit Bitcoin a gagné. Le consensus mondial est que le Bitcoin est un capital numérique. Le cycle de 4 ans est révolu. Le cours est désormais déterminé par les flux de capitaux. Le crédit bancaire et le crédit numérique détermineront la trajectoire de la croissance du Bitcoin. Le plus grand risque réside dans les mauvaises idées qui entraînent des modifications iatrogènes au protocole. Alors, je vais vous expliquer tout ça. D'abord, quoi? Le cycle des 4 ans. Il faut comprendre que techniquement, dans Bitcoin, on a ce qu'on appelle les halvings. Donc, à chaque 210 000 blocs, puis chacun des blocs, on vise toujours un temps de 10 minutes par bloc. Donc, si vous faites 210 000 fois 10 minutes, ça donne 4 ans, à peu près. Donc, à chaque 4 ans, il y a toujours un moment où est-ce qu'on va couper de moitié la création monétaire. La manière que ça fonctionne, Bitcoin, au début, il n'y en avait pas du tout. Puis en 2140, il y en aura 21 millions d'unités en circulation. Entre-temps, ça rentre au compte-gouttes. Et plus on avance dans le temps, moins il s'en imprime. Donc, au tout début, lorsque Satoshi Nakamoto était le seul à miner du Bitcoin, à chaque 10 minutes, il avait une récompense de 50 Bitcoins comme... Donc, on appelle ça le Coinbase. C'est une transaction de base dans un bloc qui est envoyé au mineur dans son portefeuille. Et puis, à chaque 10 minutes, c'est 50 nouveaux bitcoins. Vous allez me dire, ouais, mais 50 bitcoins, c'est beaucoup d'argent. Ça n'était pas beaucoup d'argent dans ce temps-là. On parle de 2009. Le 3 janvier 2009, ça valait pas grand-chose. Et puis, au fil du temps, donc 210 000 blocs plus tard, 4 ans plus tard, cette récompense-là a été coupée de moitié. Donc, il s'agit maintenant de recevoir 25 bitcoins. Et là, on continue comme ça, 2013, 2017, etc. Donc, à chaque 4 ans, il y a un événement qu'on appelle le halving, où est-ce qu'on divise par 2 la récompense qui est donnée aux mineurs et, par conséquent, la création monétaire. Présentement, on est à 3,125 bitcoins. Donc, si jamais je décide de miner quelque chose, de miner du bitcoin aujourd'hui et que je gagne, je trouve la réponse avant tout le monde, donc c'est mon ordinateur qui a gagné, je vais recevoir la récompense de 3,125 bitcoins. Et à quelque part, au mois de mars-avril 2028, cette récompense-là va diminuer de moitié. Donc, on va être autour de 1,56 bitcoins. Et ça va de même de 4 ans en 4 ans, tellement que il va pas se miner ben de bitcoin, là, genre entre l'an 2100 et 2140, là, c'est comme, il va se miner quelques bitcoins. C'est incroyable à quel point ça se raréfie au fil du temps. Et donc, les cycles de 4 ans étaient beaucoup fondés sur les événements de halving, de diminution de moitié, qui créent ce qu'on appelle en anglais le supply shock ou le choc d'offre. Donc, dans un marché où est-ce qu'il y a de l'offre et de la demande, si la demande augmente pour une offre qui diminue au fil du temps, ça a nécessairement une pression haussière sur le prix. Donc, dans ce contexte-là, on a remarqué qu'à chaque 4 ans, en fait, ça avait un effet haussier. Ce que Michael Saylor est en train de nous dire aujourd'hui sur ce tweet-là, c'est que le marché semble nous dire qu'il ne réagit plus au cycle de 4 ans. C'est comme si les halvings étaient priced in. Donc, ils sont anticipés, ils sont prévus, sont comptabilisés. On sait que ça peut arriver, mais on est beaucoup plus, le marché est rendu beaucoup plus sensible aux capitaux qui s'injectent dans le marché de Bitcoin versus la quantité diminuante de nouveaux bitcoins qui se créent. Donc, quand un marché devient assez grand, l'effet de volatilité qui est créé justement par des chocs d'offres est moindre. Là, présentement, on a un marché qui vaut quoi? 2000 milliards. Donc, c'est un tout petit marché. Par exemple, si on le compare avec l'or, celui de l'or, on est dans un marché qui est 15 fois plus petit. Donc, on pense qu'au fil du temps, avec la capitalisation du Bitcoin, la quantité d'argent qui va venir se vautrer dans ce marché-là, plus ça va être gros, moins la volatilité va se faire sentir. Et dans ce contexte-là, Michael Saylor remarque effectivement que le fameux cycle de 4 ans est brisé.
Fait qu'en gros, Bitcoin serait désormais perçu comme un capital numérique à l'échelle mondiale. En tout cas, c'est la lecture de la situation de Michael Saylor. Le fameux cycle de 4 ans, causé par les halvings dont je parlais tantôt, perdrait de son importance. Le prix serait de plus en plus influencé par des flux de capitaux institutionnels. Et d'ailleurs, on a d'autres nouvelles cette semaine qui vont vous parler de ça. Les flux de capitaux institutionnels, là, ça s'en vient. Le crédit bancaire et numérique jouerait un rôle clé dans l'adoption. Et puis, le principal risque viendrait des mauvaises décisions humaines envers le protocole. Donc, ça, peut-être une parenthèse là-dessus, c'est que la manière que ça fonctionne, Bitcoin, c'est par consensus. Donc, c'est plusieurs développeurs qui vont se parler entre eux en disant « moi, j'ai quelque chose à améliorer sur le protocole ». Par exemple, le rendre plus résistant au quantique, donc aux attaques quantiques, à la possibilité qu'un ordinateur quantique décrypte le mot de passe de votre portefeuille, qui est un mot de passe de 64 caractères alphanumériques qui met 10 000 ans à décrypter normalement avec un ordinateur normal. Alors, comment on fait pour pouvoir s'adapter et adapter le code? Bitcoin, c'est vivant, c'est pas quelque chose qui est ossifié, qui est pas coulé dans le béton. Donc, comment on fait pour modifier tout ça? Ben, ça prend un consensus. Donc, des gens qui proposent des trucs, puis ensuite des gens qui disent, OK, oui, on est d'accord, puis on adopte. Alors, dans ce contexte-là, selon Michael Saylor, toujours, la vulnérabilité possible, c'est que les modifications que l'on fait à Bitcoin en cours de route puissent le rendre plus vulnérable, plus fragile, qu'il y ait des failles qui soient injectées ou indûment induites dans le code. Donc, lui, ce qu'il dit, c'est, d'un point de vue de marché, Bitcoin est rendu solide. C'est là où je mets plus mon attention, c'est plus dans financer des fondations qui vont pouvoir vraiment s'assurer qu'il y ait des développeurs qui vérifient les mises à jour de Bitcoin, pas que ce soit comme pris d'assaut par des gens qui veulent changer la trajectoire de Bitcoin. Il y a beaucoup de gens même qui parlent d'ossifier Bitcoin, c'est-à-dire de le rendre, infalsifiable au niveau du code, qu'on ne puisse pas le changer du tout. Alors, gros tweet qui vient de Michael Saylor, tout simplement, sur la base que, pour lui, Bitcoin est dans une position où est-ce qu'il est plus très sensible aux événements technologiques, mais plus aux événements de marché. Autre nouvelle qui a attiré mon attention cette semaine, puis je prends le temps de vous en reparler parce que cette nouvelle-là, je la comprends différemment. C'est pour ça que je voulais vous en parler là. En gros, vous irez voir le lien. Je vous ai parlé ici la semaine passée je vais zoomer in ici. Je vous ai parlé ici du fait qu'on a Morgan Stanley qui vient de faire une demande à la Securities and Exchange Commission pour pouvoir offrir un ETF Bitcoin. Et ce qui change réellement, c'est que Morgan Stanley, qui est quand même pas le dernier des venus, là, c'est une très grosse banque aux États-Unis, elle va devenir émetteur direct. Fait qu'en gros, avant, qu'est-ce qui se passait? C'est que les conseillers en succursale de Morgan Stanley offraient à leurs clients des fonds négociés en bourse adossés à Bitcoin, des fonds qui étaient gérés, émis par d'autres joueurs, comme qui, par exemple, on a parlé souvent de BlackRock avec son IBIT, on a parlé aussi de Fidelity, il y en a plusieurs, il y a ARK Investment, il y en a plusieurs, il y en a 13, 14, peut-être même 17, j'ai aucune idée, ça augmente sans cesse. Alors, présentement, on avait une banque qui disait à leurs clients, via leurs propres conseillers, vous devriez vous intéresser à Bitcoin, voici les produits que je pourrais acheter pour vous. Et là, dans ce contexte-là, c'est que Morgan Stanley a fait une demande pour elle-même émettre un fonds négocié en bourse. Et ce qui est assez disruptif, c'est que pendant que BlackRock, qui est le plus gros joueur dans tout ça, charge quand même assez cher, il charge 0,25% de frais de transaction, Morgan Stanley arrive avec un prix, un tarif qui est beaucoup plus moindre. Je l'ai su à quelque part, il me semble, de mémoire, c'est quelque chose comme 1,14. Donc, il est vraiment plus compétitif que celui de BlackRock. Et BlackRock, eux, ils le vendaient. Fait que je vais vous faire un parallèle. Imaginez qu'on est à Caisse Pop, là, on est au Québec, OK? Puis que là, présentement, vous allez voir votre conseillère en caisse, puis vous demandez comment que je peux faire pour m'exposer à Bitcoin. Clairement, ils vont pas vous guider comme moi, je peux le faire techniquement pour vous accompagner pour que vous soyez votre propre banquier. C'est à peu près le seul conseil que je puisse vous donner, c'est au niveau technique, c'est pas au niveau financier. Ils vont pas vous guider là-dedans. Ils vont dire, il y a des institutions qui vous offrent des trucs. Fait que, intéressez-vous à ça. On n'en offre pas maintenant, présentement, mais vous pourriez aller sur Disnat et vous pourriez trouver vous-même en boursicotant, en étant votre propre gestionnaire de votre portefeuille, vous pourriez vous exposer à Bitcoin à travers
une pléthore de fonds négociés en bourse que l'on offre via Disnat. Et là, soudainement, imaginez qu'en caisse, là, ils disent, bah, là, vous n'avez plus besoin de le faire par vous-même. Maintenant, on a ouvert la possibilité d'exposer nos portefeuilles de nos clients aux fonds négociés en bourse qui existent déjà. Fait que ça serait une prochaine étape. Et là, dans le cas de Morgan Stanley, ça, ils étaient déjà rendus à l'étape de pouvoir offrir à leur clientèle l'accès, l'exposition en Bitcoin à travers les produits des autres. Là, ils font une demande à la Securities and Exchange Commission pour pouvoir avoir leur propre fonds négociés en bourse et à moindre coût. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les conseillers en succursale, imaginez que vous allez chez Desjardins puis que Desjardins, là, votre conseiller arrive puis ils disent, ben, ça y est, on va vous vendre un fonds négocié en bourse Desjardins adossé à Bitcoin. Là, soudainement, ça change un peu le fusil d'épaule parce que c'est plus une question d'offrir les produits des autres, c'est d'offrir son propre produit. Puis qu'est-ce qu'on veut faire dans ce temps-là? Mais on veut évidemment inciter nos propres clients à le faire. Donc, c'est plus sur une base volontaire de dire, si jamais ça t'intéresse, ça existe, puis il y a des compétiteurs qui le font. Mais non, maintenant, ils vont devenir compétiteurs, ils vont l'offrir à leur propre clientèle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que aussi tout le milieu institutionnel, les fonds de pension, tous ceux qui gèrent leurs fonds à travers ces institutions financières-là vont avoir accès à ces produits-là. Ils vont pousser pour. Donc, ça veut dire quoi? C'est qu'on peut s'attendre à voir ça aussi au Canada bientôt. Pour le moment, il n'y a pas de nouvelles à l'égard du fait que des institutions financières canadiennes offrent des propres banques, là, offrent leurs propres fonds négociés en bourse. Ils vendent les produits des autres, mais ça va s'en venir. Moi, je trouve que c'est une grosse nouvelle. Alors, ça va passer un petit peu à côté de mon radar parce que je me disais, un autre qui va offrir un truc. Un autre qui offre un fonds négocié en bourse. Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment comme, on peut s'attendre à ce qu'ils débarquent carrément les BlackRock et Fidelity de ce monde puis qu'ils commencent à privilégier leurs propres produits, d'autant plus qu'il va être moins cher au niveau des frais de transaction. Donc, grosse nouvelle que je voulais prendre le temps d'expliquer aujourd'hui parce que pour moi, ce que ça traduit, c'est que le marché américain est très, très, très bullish, donc très haussier, très enthousiaste par rapport aux produits les différents produits dérivés adossés à Bitcoin. Je vais prendre le temps aussi de vous montrer une autre petite nouvelle qui a attiré mon attention. Alors, les 401k, qu'est-ce que c'est? Ça ressemble à des REER aux États-Unis. C'est comme un mélange de REER, fonds de pension, dans lequel votre employeur contribue. Donc, ça ressemble à ça. On peut dire, appelons ça des REER, là, on va se comprendre comme ça. C'est pas tout à fait un REER, mais ça ressemble à ça. Donc, aux États-Unis, beaucoup de gens ont un 401k, donc un fonds de pension auquel ils vont eux-mêmes souscrire. Mais en plus de ça, si moi je mets 100$ dans mon 401k, ben mon employeur va en mettre autant. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est que les États-Unis envisagent un changement majeur dans la façon dont les citoyens peuvent préparer leur retraite. Une nouvelle proposition pourrait ouvrir la porte, on est encore au niveau proposition à l'heure où on se parle, pourrait ouvrir la porte aux crypto-monnaies dans les comptes, justement, de REER américains. Alors, si le 401k s'ouvre au Bitcoin, c'est l'équivalent de permettre du BTC dans les REER, mais à l'échelle des États-Unis. Ça ressemble à ça. Fait que ça, c'est gros parce que, évidemment, tous les gestionnaires de 401k, je veux dire, s'ils ouvrent la porte au Bitcoin, là, c'est massif, là, c'est les épargnes de tout le monde. C'est comme, moi, je trouve ça très excitant comme nouvelle, je dois vous le dire. Donc, en gros, les autorités américaines veulent permettre l'intégration de la crypto dans les fonds de retraite à 401k. Cela inclut aussi le private equity, donc le capital investissement et l'immobilier. Donc, c'est pas juste des projets de loi là, qui visent les cryptos. Mais bref, ça évolue dans ce sens-là. L'objectif est de diversifier les placements, mais avec plus de risques aussi, d'offrir la possibilité aux gens d'avoir un petit peu plus de risques, de prendre un petit peu plus de risques dans leur propre plan d'épargne retraite. Ça pourrait amener des milliards de dollars institutionnels vers Bitcoin. Ce n'est quand même pas rien. Et ça soulève aussi des enjeux de protection des épargnants aussi. Parce qu'évidemment, si on ouvre ça à un actif aussi volatile que Bitcoin, je pense que c'est une question de dosage au final. Tu sais, puis on le voit ici. Là, c'est comme même une petite allocation de 1 à 5% vers Bitcoin pourrait créer des pressions d'achat massif. Donc, si quelqu'un veut s'exposer à Bitcoin, certes, il y a plus de rendement, mais tu sais, le rendement vient toujours avec plus de risques aussi, parce que tout ce qui est volatile offre nécessairement plus de risques, mais aussi plus de rendement à terme. Donc, dans ce cas-ci, on parle d'être très prudent, de faire une allocation qui est petite, de 1 à 5%, mais même là, une allocation, imaginez tout le cash américain qui dort dans les fonds de retraite, qui se retrouve soudainement à demander à être exposé à Bitcoin, ça fait une grosse pression sur la demande. Donc, grosse nouvelle. Ça, c'est à suivre, en fait, parce que là, présentement,
c'est comme un dépôt de règlement qui pourrait faciliter les gestionnaires du fonds 401K à pouvoir impliquer plus de crypto dans leur choix, dans leur allocation. Donc, je pense qu'au niveau réglementaire, la volonté est là. Reste à voir si le marché va suivre, mais je ne serais pas surpris. Donc, ensuite de ça, autre actualité cette semaine qui a attiré mon attention. Bon, Google prétend casser Bitcoin en 9 minutes. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu la petite démo Reel que j'ai faite à ce sujet-là, qui était en quelque sorte un peu sensationnaliste. Vous m'excuserez, parfois, j'aime ça, essayer d'attirer l'attention sur les réseaux sociaux. Mais en gros, il y a eu une étude qui est sortie récemment par Google. Donc, Google, c'est un... C'est ça ici. Alors, ça s'appelle Google Quantum AI. Alors, c'est un laboratoire de recherche de Google qui vise à faire des recherches puis à essayer de voir, de pousser un peu les limites, de comprendre vraiment où on s'en va avec l'intelligence artificielle, où on s'en va avec le quantique. Et donc, selon leur étude, il serait question qu'il y ait 41% de chances que l'ordinateur quantique puisse réussir à venir à bout de Bitcoin en dedans de 9 minutes. Mais ça, c'est dans un environnement théorique absolu. Ce qu'il faut comprendre, en fait, c'est que, juste pour vous expliquer un peu la base, présentement, le Bitcoin, pour pouvoir craquer, donc exemple, je vais vous donner un exemple concret, vous avez un portefeuille. On a une adresse publique. L'adresse publique a été créée à partir d'une clé privée. Ça, c'est votre mot de passe sacré. C'est celui-là que vous gardez précieusement. C'est celui-là aussi qui a été créé avec 24 mots. Rappelez-vous. Donc, les 24 mots, ce qu'on appelle le seed phrase, c'est les 24 mots qu'on utilise pour pouvoir générer la clé privée à partir de laquelle on va générer les adresses publiques de votre portefeuille. Donc, et de la manière que ça fonctionne, c'est que ça a toujours été proposé comme étant irréversible, à sens unique. Donc, on est capable d'obtenir, à partir de la seed phrase, une clé privée, à partir de la clé privée, d'obtenir une adresse publique, mais on n'est pas capable, à partir de l'adresse publique, de décoder quelle pourrait être la clé privée. Donc, ça fonctionne à sens unique. On pourrait réussir à le faire par essai et erreur, mais il n'y a pas de logique réelle qui nous permette de pouvoir réussir à faire la rétro-ingénierie et de décoder quelle serait la clé privée. Donc, le mot de passe pour ouvrir votre portefeuille. Fait que ça, c'est la base. Avec un ordinateur binaire, ça pourrait, par essai et erreur, on pourrait essayer de guesser quelle serait la clé privée de votre adresse publique en 10 000 ans, par essai et erreur, avec beaucoup de force de calcul. Donc, c'est les probabilités. Ben, évidemment, ça peut arriver comme par hasard plus vite, mais les probabilités font qu'on parle de 10 000 ans. Avec l'ordinateur quantique, c'est comme si, à place de rentrer dans un labyrinthe puis d'essayer par essai et erreur pour pouvoir réussir à trouver la sortie de l'autre bord, l'ordinateur quantique, c'est comme s'il prend la caméra puis il la met en haut du labyrinthe, puis là, on est capable de voir en un coup, c'est par là que ça passe. Donc, l'ordinateur quantique est capable techniquement de pouvoir casser une clé privée en 6 secondes. S'il y a suffisamment de qubits. Alors, qu'est-ce que c'est les qubits? C'est la quantité si vous voulez, de possibilités de calcul par seconde. Donc, on appelle ça des qubits logiques. Les ordinateurs quantiques ont beaucoup de qubits, mais ceux qui sont logiques, qui sont stables et qui sont capables, avec lesquels on est capable de travailler, c'est moindre. Donc, ça prendrait beaucoup de qubits pour arriver éventuellement au fait qu'on soit capable de casser Bitcoin en dedans de 9 minutes. Alors là, les technologies avancent à l'heure où on se parle. Et puis, le jour où est-ce que quelqu'un, à quelque part, aura un ordinateur quantique qui a suffisamment de puissance pour être capable de casser des clés privées de Bitcoin, la première question, c'est est-ce qu'ils vont prendre leur puissance pour casser des clés de Bitcoin? Pourquoi ils feraient ça quand ils pourraient casser des clés de code de lancement nucléaire, des clés d'encryption, de texte caché par signal, par télégramme, par Messenger, en tout cas toute l'encryption qui existe, d'être capable d'aller lire les courriels du président des États-Unis. Donc, pourquoi ils iraient briser d'abord Bitcoin? Parce que Bitcoin est ouvert, il est transparent, c'est de l'open source, fait qu'on est dans un contexte où est-ce que si quelqu'un trouve, mettons si vous trouvez mon courriel, mon mot de passe pour rentrer dans mon courriel et que j'ai reçu une notification comme quoi vous êtes rentré dans ma boîte de courriel, je le vois, c'est ouvert, c'est accessible, ou bien vous envoyez un courriel à partir de ma boîte, tout le monde va le savoir, c'est ouvert, tout le monde peut le voir. Fait que, donc, le jour où quelqu'un peut casser Bitcoin,
il va pouvoir le faire, mais tout le monde va le savoir. Dans un contexte où on a une arme aussi secrète que de pouvoir décrypter des encodages de type militaire, qui aurait intérêt vraiment à révéler qu'il a il a trouvé le secret. Alors, dans ce contexte-là, il faut aussi tenir compte en parallèle que le milieu de Bitcoin, comme je le disais tantôt dans une autre nouvelle, a une résilience. C'est-à-dire que si le milieu de développement de Bitcoin, qui est composé de plusieurs bénévoles, on arrive à trouver une faille, trouver une menace ou quoi que ce soit, quelqu'un va arriver avec une proposition d'amélioration de Bitcoin. OK, fait que je vois une faille X, je veux l'améliorer, j'arrive, je propose quelque chose. On appelle ça des BIP, donc Bitcoin Improvement Protocol. Et il y a un BIP 360, qui porte ce numéro-là, qui a été récemment introduit fin 2025 ou dans le courant de 2025 et a été proposé dans le but de faire des modifications à Bitcoin qui pourraient mieux protéger les adresses de portefeuille de toutes sortes d'attaques quantiques. Donc, de décodage, de décryptage de la clé privée à partir de l'adresse publique. Alors, on est loin du moment où ça va arriver, mais en tout cas, la nouvelle, c'est qu'on pourrait, si on avait suffisamment de qubits, on serait capable de casser ça en 9 minutes. Mais ça, c'est la théorie. Beaucoup de gens pensent qu'on parle de 10 ans avant qu'on ait suffisamment de qubits. Et là, ce que cette nouvelle-là apporte, c'est que, avec les développements actuels, on pourrait peut-être en arriver à casser ça un peu plus vite. Il n'en reste pas moins que le milieu de Bitcoin s'active très rapidement lorsqu'il est question de faire une patch à quelque chose ou de faire une mise à jour à Bitcoin qui va permettre justement de le sécuriser davantage. Ce qui fait la force de Bitcoin, entre autres, parce que beaucoup de gens disent un Bitcoin, ça vaut rien, c'est fondé sur rien. C'est quand même fondé sur le fait que, il y a 21 millions d'unités en circulation, il n'y en aura jamais plus. Ensuite de ça, c'est fondé sur la preuve du travail. Donc, un Bitcoin n'existe pas sans un calcul qui est énergivore, qui prend du temps. Donc, il y a du travail avant la création de l'unité monétaire. Et ça repose aussi sur le consensus. À partir du moment où tout le monde a confiance en le réseau, parce que tout le monde a essayé de le péter, le craquer pendant 15 ans, 17 ans, ça s'est jamais produit. Cette confiance-là et l'effet de réseau fait en sorte que Bitcoin est celui-là qu'on préfère dans toutes les autres crypto-monnaies qui existent. Fait que si le jour où est-ce que quelqu'un arrivait avec un ordinateur quantique qui venait à casser une clé privée, à craquer une clé privée à l'aide d'une adresse publique, ça deviendrait vraiment, je dirais, troubler les fondements de la confiance envers Bitcoin. Mais en contrepartie, je veux dire, le jour où tu peux faire ça, tu peux aussi faire ça pour rentrer pour trouver username password d'un super administrateur d'une banque qui gère les comptes de millions de clients et d'être capable d'aller rajouter des zéros un peu partout, d'aller foutre le bordel. Donc, tu peux vraiment réussir à faire s'effondrer le système financier de cette manière-là. Fait que le jour où, et moi c'est ce que je prétends, c'est que le jour où l'ordinateur quantique va mettre à risque tout l'encryptage de sécurité que l'on a dans le système financier, autant du côté de Bitcoin que du côté du système financier traditionnel, on va d'abord vouloir s'attaquer au système financier traditionnel. Pour la simple et bonne raison que il y a des États qui ont intérêt à ce que la monnaie américaine s'effondre. Alors, probablement on va voir ça. C'est une supposition. Et dans un deuxième temps, ils vont vouloir s'attaquer à Bitcoin qui va avoir appris à être résilient en cours de route par rapport à ça et qui va s'être concerté pour pouvoir trouver des solutions à des problématiques et l'adopter en plein consensus. C'est très démocratique. Donc, voilà pour la nouvelle concernant Google et leur département de recherche quantique et tout ça. Alors, l'industrie crypto se prépare déjà à ce risque. C'est ce que vous devez garder en tête. En contrepartie, l'industrie bancaire travaille en silo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un président directeur général de toutes les banques du monde. Il n'y a pas une personne à quelque part qui va dire, OK, voici le standard, on va se mettre là-dessus, tout le monde, allez-y. Malheureusement, les banques sont aussi en compétition les unes avec les autres. Elles ne travaillent pas en code source ouvert et elles ne sont pas en contribution volontaire et en coopétition. Elles sont en compétition. C'est pas une coop. Ça se tient pas par la main, puis ça chante pas des chansons en ayant fumé du pot, ce monde-là. C'est plutôt ils sont vraiment en compétition. Donc, c'est pour ces raisons-là que Bitcoin, qui est ouvert, qui est transparent, qui est collaboratif, risque d'être beaucoup plus résilient que le secteur bancaire lui-même. Je continue avec une dernière. Je vais voir si j'ai passé au travers de mes nouvelles. Oui, alors c'est ce qui fait le tour pour moi de l'actualité crypto de cette semaine. Donc, petit rappel.
Donc, petit rappel, nous avons ici un code promo pour les gens qui nous écoutent, en fait, ou les gens qui nous écoutent avec des gens qui sont membres de notre collectivité. Ben, vous avez l'occasion d'avoir accès à la collectivité, à la communauté de pratique pour 25% de rabais. Alors, c'est le petit rabais qu'on donne aux initiés, aux amis des amis. Et puis, sachez que ça va me faire plaisir de vous accueillir et le premier mois est gratuit. Donc, je vais ouvrir les micros maintenant pour la période de questions. Et bien sûr, au niveau de l'enregistrement qui sera diffusé, on va vraiment faire attention à votre confidentialité pour pas divulguer vos informations. Alors, je vous remercie énormément d'avoir passé du temps avec moi cette semaine pour regarder l'actualité crypto. Et puis, on se reparle la semaine prochaine, lundi midi. À très bientôt.